Yo, c'est Noémie, aujourd'hui on se retrouve pour mon wrap-up du mois de juillet avec un petit fond sonore ASMR puisque nous sommes le 1er août et nous avons de l'orage et de la pluie, une bonne grosse pluie qui va rafraîchir un peu l'atmosphère parce qu'il fait particulièrement chaud surtout ces derniers jours. Donc vous avez la pluie et vous avez aussi le ventilateur qui me souffle un peu d'air, pas forcément très frais, mais qui me permet au moins de respirer. Donc je m'excuse pour le bruit de fond que vous aurez encore probablement au fond de cette vidéo. Bruit de fond au fond de la vidéo, c'est logique. Comme d'habitude, avant de vous parler de mes lectures du mois de juillet, on va faire un petit tour du côté des statistiques. En juillet, j'ai lu 8 livres. Il y en a 3 que j'ai lus en version papier, il y en a 1 que j'ai lu en version audio et il y en a 4 que j'ai lus en version mixed media, donc avec la version audio et papier. Oui, c'est ça, sous les yeux. J'ai lu un total de 3386 pages, c'est-à-dire à peu près 109 pages par jour, donc je suis très contente. J'ai abandonné un livre, il y en a un auquel j'ai mis 3 étoiles, il y en a 4 auxquels j'ai mis 4 étoiles et il y en a 2 auxquels j'ai mis 5 étoiles pour une moyenne de 7.08 sur 10 dans Copile et 4 étoiles sur Goodreads. Et le premier roman que j'ai lu au mois de juillet, c'était Swordcatcher de Cassandra Clare, c'est le tome 1 de la série Les Chroniques Castellane qui a été traduit par De Saxus, donc si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver en français. Il était dans ma palle des cartes pour un livre qui avait été sélectionné au Goodreads Choice Awards de 2023. Alors, sur mon plateau de la palle des cartes, je n'ai pas noté d'année sur la case Goodreads Choice Awards. Donc en vrai, j'aurais pu choisir n'importe quel livre sélectionné à un moment donné pour les Goodreads Choice Awards, mais j'en ai pas mal dans ma palle qui date de 2023. Donc j'ai sorti celui-ci. C'est un sacré pavé qui fait 604 pages. Ce n'est pas le plus gros livre que j'ai lu au mois de juillet. Et donc c'était la première fois que je lisais un roman de Cassandra Clare, qui est l'autrice de Shadowhunters. J'avais vu le film il y a très longtemps, j'avais vu la série quand elle était sortie. Les deux étaient très mauvais, mais j'aimais beaucoup l'univers. Ça m'a quand même jamais donné envie de lire les livres, surtout qu'il y en a énormément, parce qu'il y a spin-off sur spin-off sur spin-off. Là, c'est la première incursion de Cassandra Clare dans un récit adulte et je l'ai adoré. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Kel, qui est un orphelin et qui va être choisi par le général du roi pour servir de swordcatcher au prince héritier qui s'appelle Connor. Ils se ressemblent énormément physiquement, mais grâce à un médaillon magique, Kel va pouvoir être Connor aux yeux des autres. Ce qui fait qu'il est élevé, entraîné de manière à mourir en fait pour le prince héritier. Il est là pour le protéger, pour prendre sa place dans les événements les plus dangereux, les plus à risque. Donc c'est un peu un sosie, mais comme dit, un sosie qui est quand même entraîné à l'épée, à la politique et tout ça. Donc ils sont élevés ensemble et ils sont comme des frères, mais avec une finalité qu'elle est censée tout faire pour protéger Connor, donc même aller jusqu'à mourir éventuellement si ça devait se produire, si ça devait arriver. L'héroïne qu'on suit, la jeune femme qu'on suit, utilise son pouvoir pour guérir. C'est tout à fait légal, elle a tout à fait le droit de le faire, c'est juste que les femmes sont assez rares dans cette profession. Du coup, elle est assez mal vue, mais son grand-père, c'est le principal conseiller de la monarchie. Donc elle a quand même un statut un peu à part, même si elle est assez isolée de la cour. Et elle va faire la rencontre de Kel et Connor dans des circonstances que je ne vais pas vous dévoiler. Et donc on va avoir un petit peu leur histoire à tous les trois, entre complot, trahison. Connor est censé se marier, mais il n'en a pas forcément très envie. Et puis il va y avoir une sacrée surprise au moment de l'arrivée de sa future épouse. C'est plus ou moins le pitch. On va avoir une partie importante de l'histoire et qui est notée dans le résumé, donc je peux vous en parler. Kel et Lynn, c'est le prénom de l'héroïne, vont se retrouver embarqués dans une organisation gérée par le criminel en fait de la ville qui s'appelle le roi de je sais plus quoi. Et qui est un peu l'organisation criminelle souterraine entre guillemets. En vrai ils sont pas vraiment sous la terre, mais ils vont se retrouver un peu embarqués là-dedans et j'ai adoré, c'était vraiment très très chouette.
Je lui ai mis 18 sur Livre Addict et 5 étoiles sur Goodreads. Tous les personnages étaient vraiment attachants, y compris certains personnages secondaires, et j'ai déjà très hâte de les retrouver dans la suite, surtout vu la manière dont se termine le tome 1. L'atmosphère est vraiment très chouette, même si je m'attendais à quelque chose d'un poil plus sombre concernant l'aspect criminel du coup de cette histoire, le volet voilà, organisation criminelle un peu secrète, enfin secrète, non pas vraiment secrète parce que le roi, comment il s'appelle, King of The Rack Picker King. Donc ouais, je m'attendais vraiment à un aspect beaucoup plus sombre, et en fait pas tant que ça, mais c'était très bien fait, j'ai trouvé. Le style de l'autrice est vraiment très facile à lire, il n'y a pas de poésie particulière et je la trouve très claire dans ses descriptions. Je l'ai lu en anglais, donc en français je suppose que ça posera aucun problème, mais j'ai trouvé que même en version originale elle était assez précise en fait, et ça permet vraiment d'imaginer l'univers et les personnages. J'ai adoré le concept du double, donc le personnage qui a cette double identité, et en fait la raison pour laquelle je l'ai adoré principalement, c'est parce que l'autrice n'utilise pas ce trope de la manière habituelle, de la manière à laquelle on s'attendrait qu'elle l'utilise, et je trouve que c'est rafraîchissant, et puis surtout la manière dont ce trope du double est utilisé en général ne me plaît pas du tout. Donc vraiment j'étais contente que l'autrice l'emploie de manière différente ici. J'ai été happée par les intrigues politiques, par le système de magie, et même si tout n'était pas forcément hyper logique, je trouve que c'était suffisamment bien ficelé pour me donner envie de lire la suite en fait. Et genre vraiment, j'ai très envie de lire la suite. Donc j'ai un peu peur parce que celui-là fait déjà 600 et quelques pages. En général, les suites sont plus longue. On verra ce que ça donne. En tout cas, je vous le conseille de tout cœur, et comme dit, il a été traduit en français, donc n'hésitez pas. Si vous avez des a priori sur l'autrice parce qu'elle a écrit Shadowhunters, etc. Moi j'en avais, même sans avoir jamais lu Shadowhunters. Hein. Mais étant donné qu'elle avait fait que ça, elle a écrit énormément de bouquins, mais tous ces bouquins étaient dans l'univers de la série Shadowhunters. Du coup, voilà, j'avais un peu peur que ce soit fade. Et en fait, c'était vraiment génial, je vous le conseille de tout cœur. Ensuite, j'ai lu mon livre préféré du mois de juillet. Et ça a été une petite surprise parce que je m'attendais pas du tout à l'aimer autant. C'était un des plus vieux livres, je pense, de la Fairy Loot qui me restait à lire. Même si j'en ai encore beaucoup. C'est Year of the Reaper de Makia Le Sillé. Il était dans ma palle des cartes parce que j'étais tombée sur une case Take a Chance. Et voilà, le dé avait désigné celui-ci. Je lui ai mis 18 sur Livre Addict et 5 étoiles sur Goodreads, mais dans Compile, il a une note un poil plus élevée que Swordcatcher. Je lui ai mis 19 sur Livre Addict en vrai, pas 18, 19. Donc il a effectivement une note plus élevée dans Compile. Alors, dans cette histoire, on va faire la rencontre de Cassia, qui, 10 ans, 8 ans 3 non, n'importe quoi, n'abusons pas non plus, qui 3 ans plus tôt a disparu. Il est issu d'une famille noble, une famille de soldats qui sont protecteurs du roi. Et donc 3 ans plus tôt, il a disparu et tout le monde le croyait mort, mais en fait il a été emprisonné par l'ennemi parce qu'il y a eu une guerre. Une guerre avec un royaume voisin, comme c'est souvent le cas. Et donc 3 ans plus tard, il revient enfin chez lui et comme il a été emprisonné pendant 3 ans, il ne sait pas vraiment ce qui s'est produit. Sauf que pendant ces 3 ans, ses parents, je crois, sont décédés. Parce qu'il y a aussi une épidémie. D'ailleurs, l'autrice a écrit cette histoire pendant la pandémie. Pendant la pandémie ou un peu avant. Donc il revient chez lui. Et la situation a tellement dégénéré à cause de cette pandémie que le roi qui a épousé une princesse du royaume avec lequel c'était la guerre, raison pour laquelle la guerre s'est terminée d'ailleurs, vit dans leur manoir, leur palais, en attendant que le baptême du prince héritier ait eu lieu, parce que la raison pour laquelle ils sont restés aussi longtemps, c'est parce que la princesse est tombée enceinte, et du coup ils ne voulaient pas voyager tant que la princesse était enceinte. Donc maintenant qu'elle a accouché et que le baptême a eu lieu, ils vont pouvoir retourner chez eux dans leur château royal. Donc Cassia revient... Cassia ? Oui, c'est bien ça. Cassia revient, parce que c'est un prénom, ça fait un peu un prénom féminin, mais en fait non, c'est bien le personnage principal masculin. Cassia revient, il reprend plus ou moins ses fonctions de soldat du roi.
Seulement, l'entourage de la nouvelle reine va commencer à mourir. Ils sont victimes d'un attentat le jour du baptême et les plus proches personnes de la reine vont commencer à mourir les uns après les autres, sachant que la reine, qui était donc une princesse à l'époque, quand elle est arrivée avec un certain nombre de courtisans, de rois, de conseillers, etc. Et il y a une grosse partie de cet équipage qui est décédé à cause de la pandémie, un genre de peste. Et donc il reste elle, sa nourrice, qui va devenir la nourrice de l'enfant, une peintre et le frère de Cassia. Je crois que c'est les 4 survivants. Et au fur et à mesure, on commence à s'en prendre à ces personnes-là. Donc Cassia va faire tout ce qu'il peut pour essayer de découvrir ce qui se passe. Donc en fait cette histoire, elle a été dans une fairy loot parce qu'il y a un élément de magie. Cassia voit les fantômes. Mais je trouve que c'est tellement léger, en fait c'est pas le sujet principal de l'histoire, c'est un polar. Cette histoire c'est vraiment un polar, c'est une enquête, on essaie de savoir qui tue les personnes proches de la reine, pourquoi. Alors j'ai compris assez vite, mais ça n'a rien retiré à mon plaisir global à la lecture. Et j'avais vraiment presque oublié qu'on était sur une fantaisie, parce que même si on a un décor un peu médiéval, je trouve que l'aspect fantastique est presque relégué au second plan, même si ça lui permet d'avancer un peu dans l'histoire à un moment donné. Je trouve que c'est pas le thème principal. Et il y a un petit côté romance aussi, mais c'est très léger. C'est une fantaisie avec des genres multiples, et je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un one shot en plus. Malheureusement, il n'a pas encore été traduit. Je ne sais pas s'il le sera un jour, mais je l'ai trouvé très facile à lire. Je trouve que le style de l'autrice est vraiment agréable et très immersif, ce qui fait qu'on a l'impression d'être présent en fait dans l'histoire en spectateur à côté des personnages au fur et à mesure où ils évoluent. Gros shout out à la version audio, j'ai adoré le narrateur. Si vous lisez en anglais et que vous aimez bien écouter des livres audio en anglais, je vous conseille vraiment celui-ci parce que l'auteur donne vie aux indices de narration. Alors j'ai découvert ce terme, je l'ai cherché parce que j'avais le mot didascalie en tête, et donc les didascalies, c'est les indications de narration au théâtre. Pour les romans, on parle d'indices de narration, mais c'est la même chose, c'est l'équivalent des didascalies au théâtre. Donc vous savez quand on dit en souriant, ou en bâillant, ou enfin... Et le narrateur de la version audio leur donne vie à ces indices de narration, et du coup ça rend l'histoire encore plus immersive. C'est vraiment ça que j'ai apprécié dans cette histoire, j'avais l'impression d'y être en fait. Je voyais l'épisode se dérouler dans ma tête et c'était vraiment très chouette. Donc celui-là encore, je vous le conseille de tout cœur. Ensuite, j'ai lu A Curse of Blood and Wolves de Melissa McTiernan. C'est le tome 1 de la série Wolf Brothers. Il était dans ma palle des cartes pour un livre audio. Donc j'avais la version audio. J'ai lu en même temps une partie en physique. J'avais le livre sous les yeux. Mais je l'ai principalement lu en audio. C'est une réécriture spicy du Petit Chaperon Rouge. Alors c'est comme ça qu'il est vendu. Dans les faits, vite fait, on a un personnage principal qui s'appelle Ruby, qui est une jeune femme qui travaille dans un bar et qui vit dans une maison assez isolée dans la forêt avec sa sœur. Il y a un petit truc un peu spécial avec sa sœur, c'est qu'elle a des genres de vision. Ça a une certaine importance dans ce tome 1 parce que ça va mener... ça va être un genre de fil rouge en fait, et ça va mener à la fin du tome 1 qui va nous permettre d'accéder au tome 2 qui va suivre le frère de Rafe, qui est le personnage masculin de cette histoire, parce que c'est une trilogie qui s'appelle Wolf Brothers, donc le tome 1 suivant Rafe, le tome 2 suivant son frère cadet, et le tome 3 suivant son frère aîné. Qui sont, je suppose que vous l'aurez deviné, des loups-garous. Mais il n'y a pas que des loups-garous dans cet univers. On a aussi des nymphes, des créatures des bois, et des sorcières, peut-être des vampires, j'ai un doute là-dessus. Ruby sort du coup du boulot, rentre chez elle en traversant la forêt tous les soirs parce que c'est plus court que de prendre la route. Et ça fait un moment qu'elle a l'impression qu'elle est suivie et qu'elle sent qu'il y a quelqu'un qui l'observe. Ruby, c'est quelqu'un qui aime vivre dangereusement. Et en gros,
ce côté dangereux, ça l'excite beaucoup. Chacun son truc. Elle va au bout d'un moment en avoir un peu marre de ne pas savoir ce qui se passe, donc elle va demander à la personne qui la suit de sortir et de se montrer, et donc c'est Rafe qui la suit. C'est une histoire de loup-garou, donc je ne vais pas vous dévoiler la raison pour laquelle ils se sentent l'un et l'autre tellement attirés l'un par l'autre, mais c'est une histoire de loup-garou. Faites de ça ce que vous voudrez. Je lui ai mis 14 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads. J'ai été déçue par ma lecture à plusieurs égards. J'ai passé un plutôt bon moment, mais c'est le deuxième livre de la romantasy Fairyloot qui m'emballe pas plus que ça. Donc déjà, pas très bon point. Deuxièmement, je vous l'ai dit, c'est le tome 1 d'une trilogie dans laquelle on va suivre les frères à chaque fois. Du coup, c'est des... Alors, je peux pas vraiment parler de tomes compagnons, parce que comme dit la... Il y a quand même un fil rouge, donc il va quand même y avoir une suite, c'est juste qu'on va pas suivre les mêmes personnages principaux. Et pour le coup, le peu que j'ai vu des frangins de Rafe dans ce tome 1, j'ai pas spécialement envie de passer un peu plus de temps avec eux dans la suite. Donc vous pouvez déjà noter que ça fera partie des séries que j'ai commencé cette année, mais que je ne continuerai pas, malheureusement. Avec ce que je vous ai dit du résumé, vous comprendrez, je pense, quand je vous dirai que les personnages... Ils ont un côté attachant, bien sûr, mais... Enfin, bien sûr, non, c'est pas toujours le cas, mais c'était le cas dans cette histoire. Seulement, ils ont un comportement hyper toxique l'un envers l'autre, et même avec les gens de leur entourage, je trouve. Par contre, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère. Je trouve qu'on sent vraiment bien la tension entre les deux personnages, et que les décors sont vraiment très 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 beaux, très bien écrits. Le style de l'autrice n'est pas exceptionnel, mais le rythme est plutôt sympa. J'ai été intriguée jusqu'au bout, je voulais savoir un petit peu ce qui allait se passer, même si, comme dit... Il n'y a pas vraiment de grosses révélations. C'est une histoire de loup-garou, c'est du vu et revu en fait. Il y a un léger manque de enfin léger. Tout est relatif. Il y a un manque de communication dans cette histoire et vous savez que le fait que les personnages ne communiquent pas, c'est un des trucs qui m'agace le plus parce qu'il suffirait qu'ils se parlent pour que leurs problèmes soient résolus. Là c'est un peu plus compliqué que ça, mais il y a quand même ce manque de communication à un moment donné. Par contre, c'est une réécriture spicy du Petit Chaperon Rouge. Et les scènes spicy sont plutôt sympas. Ensuite, j'ai enfin lu le tome 3 de l'Automne des Magiciens, La Passeuse d'Ombre d'Hélène Pémerel. J'ai enfin terminé cette série. Ouh, il était temps. Il était dans ma palle des cartes parce que j'ai été tombée sur la case Welcome to Hell qui m'avait obligée à sélectionner aléatoirement une lettre qui devait être la première lettre du nom de famille de l'autrice ou de l'auteur. C'était la lettre M, donc Hélène Pémerel, ça fonctionne. Alors, je lui ai mis 13 sur Livre Addict, 3 étoiles et demie sur Goodreads. J'ai été assez déçue par la fin de cette série, malheureusement. Dans le tome 1, on va faire la rencontre d'Octaviane qui fuit son royaume parce que sa sœur, qui est la reine, veut la marier de force avec un vieux roi d'un royaume voisin pour préserver la paix, etc. Dans cette histoire, la magie existe. Prima, qui est donc la reine, la sœur d'Octaviane, a la magie, et la magie est transmise de mère en fille, enfin en tout cas uniquement par les filles, dans la lignée royale. Donc Prima a la magie et Octaviane a la magie aussi. Mais comme Prima est l'aînée, c'est elle qui est nommée reine. Octaviane va donc s'enfuir et elle va rencontrer un sorcier qui va lui apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Et elle va également rencontrer Adalgis, qui est un homme lion, donc un hybride. Et il va y avoir une histoire d'amour entre ces deux personnages. J'avais très peur du tome 2 parce que je voyais se profiler le triangle amoureux, et j'avais raison. Et malheureusement, le tome 3, malgré la situation qui a bien évolué dans le tome 2, malheureusement, le tome 3, on est encore un peu là-dessus. Et je vais dire, on n'est même pas vraiment dans un triangle amoureux, on est presque dans un reverse harem. Parce que l'héroïne ne choisit jamais. Alors c'est peut-être vous spoiler un peu, mais c'est un peu le trope, c'est un des tropes que je déteste le plus en fait, je n'aime pas ce trope, c'est comme ça, chacun ses goûts, et moi je déteste ça, donc malheureusement ça m'a vraiment gâché ma lecture parce que Octaviane, elle est insupportable, et malheureusement, bah, il y a les deux personnages masculins qui gravitent autour d'elle le sont aussi.
Et c'est de pire en pire au fur et à mesure où on avance dans l'histoire. Et là, particulièrement dans ce tome 3, j'ai eu l'impression d'être dans une cour de récré, en fait. Et Octaviane est très jeune, je lui retire pas ça, mais elle est reine. Et effectivement, elle est très mal entourée parce que les conseillers qui l'entourent voudraient bien avoir le pouvoir à sa place. Hein. Clairement, c'est pas des gens hyper sympas. Ils ont même, pour certains, tenté de la tuer. Mais il y a quand même des figures importantes et intelligentes autour d'elle, dont elle pourrait se rapprocher. Et tout ce qu'elle a en tête, c'est... alors elle veut protéger son peuple, c'est très bien. D'ailleurs, la première loi qu'elle instaure quand elle devient reine, c'est l'abolition de l'esclavage, ce qui va entraîner toutes les complications du tome 2 et du tome 3 d'ailleurs. Hein. Et c'est très bien, sauf qu'elle perd presque complètement de vue cet objectif parce que tout ne tourne plus qu'autour de sa petite personne. Et elle veut absolument protéger les gens qu'elle aime avant tous les autres. Et je comprends ça. Évidemment, c'est un être humain. Même si elle a de la magie, c'est un être humain, donc c'est normal. Mais elle est reine. Elle est reine et elle ne pense pas du tout au reste de son peuple. Ils sont tous aveuglés par leur égoïsme et par la jalousie. Et ça m'a rendu dingue en fait. Par contre, l'atmosphère est parfaite. Le style de l'autrice est vraiment très très bon. C'est une belle high fantasy, c'est vraiment bien construit, l'univers est très bien construit, mais les personnages sont catastrophiques, enfin catastrophiques. Ils sont bien écrits, ils sont juste insupportables. Et ça m'a gâché ma lecture, parce que à part ça, j'ai été intéressée jusqu'au bout par l'histoire, par les complots politiques, les trahisons, c'était vraiment chouette. Mais les personnages vont gâcher cette histoire. Et il y a un élément de logique absolument énorme, j'ai mis 1 à la logique sur 10. Tome 3 parce que en fait toute cette histoire aurait pu être réglée en 10 minutes si Octaviane avait choisi avait réussi à se décider plus tôt en fait. Et je trouve ça très dommage, mais il n'y aurait pas eu d'histoire, il n'y aurait pas eu 641 pages de romans à lire. je sais pas si j'aurais préféré que ça se termine comme ça ou pas, je n'en sais rien, mais voilà. Mais j'ai aimé la fin par contre. J'ai apprécié la façon, le destin que l'autrice donne à ses personnages. Ça laisse même présager. Alors, je pense pas qu'il y aura de suite, hein, mais si jamais elle voulait faire une suite, éventuellement, elle pourrait. Donc voilà, j'ai enfin terminé cette série et je suis contente d'avoir découvert l'autrice. Je voulais au départ lire son autre roman qui s'appelle Le sang, la cendre, je sais plus quoi. Mais apparemment, les critiques que j'en ai entendues sont aussi liées au personnage. Donc pour l'instant, je le lirai pas. En tout cas, pas tout de suite. Ensuite, j'ai lu Spells for Forgetting de Adrienne Young. Il était dans ma palle des cartes pour un livre sélectionné par la case Take a Chance de nouveau. Alors, dans cette histoire, on va faire la rencontre de Emery, qui vit sur Saoirse Island, donc une île au large de Portland, je crois, aux États-Unis, dans une communauté un peu particulière. Cette île est baignée de magie, mais une magie assez naturelle, pas la magie avec les effets spéciaux, tout ce que vous pouvez imaginer, mais ça a un lien avec l'île en fait. C'est vraiment l'île qui a de la magie et qui permet aux habitants qui vivent en très petite communauté de génération en génération, qui ne laissent pas s'installer les gens de l'extérieur. Ils laissent venir les touristes quand même parce qu'ils ont besoin du tourisme pour survivre, mais ils ne laissent pas les gens s'installer. Et ils sont ouverts qu'une partie de l'année. Donc c'est l'île un petit peu qui décide. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Donc on a Emery d'un côté, qui fait partie de ces familles qui vivent sur l'île depuis toujours, qui tient la petite boutique, l'herboristerie, non pas l'herboristerie c'est quelqu'un d'autre, le salon de thé. Et à l'époque, quand sa mère était encore en vie, sa mère faisait... Oh tiens, j'ai oublié de noter les étoiles là, sur mon reading journal. Bref, un peu distraite, pardon. Sa mère faisait de la lecture des feuilles de thé aussi.
Voilà. Et de l'autre côté, on a August qui revient sur l'île après 10 ans d'absence pour enterrer sa mère. Il y a 10 ans, August et sa mère sont partis parce que August a été accusé d'avoir tué une des filles de l'île, en l'occurrence la meilleure amie de Emery. Et à l'époque, Emery et August étaient en couple et ils avaient 18 ans, un peu plus de 18 ans pour August. Et donc il a été accusé du meurtre de Lily, la meilleure amie d'Emery. Ça n'a jamais été prouvé, il n'a jamais été reconnu coupable ni quoi que ce soit. Mais le qu'en dira-t-on, les menaces voilées, etc. Donc sa mère et lui ont fini par partir et 10 ans plus tard, il revient pour que sa mère repose sur l'île. Parce que quand on quitte Saoirse Island, on est toujours appelé par l'île en fait. Donc on se sent obligé de revenir à un moment donné. Donc 10 ans plus tard, August revient et c'est un peu le moment des explications. Qu'est-ce qui s'est réellement passé il y a 10 ans, comment Lily est décédée, parce que l'enquête est toujours ouverte, le meurtre n'a jamais été... Enfin le meurtre, est-ce que c'était un meurtre déjà? En tout cas, la mort de Lily n'a jamais été élucidée. Et August revient malgré ça. Donc on va avoir un ping-pong entre les deux points de vue, celui d'Emery, celui d'August. Emery qui ne s'est jamais remise de la disparition d'August, de son départ. Il y a un lien très très fort entre eux qui est expliqué aussi à un moment dans l'histoire. Et puis ponctué entre Emery et August, on a parfois pour les points de vue d'autres personnages de l'histoire. Et c'est une enquête policière, là encore un peu comme Year of the Ripper, même si on sent qu'il y a la magie et c'est un peu la source de toute cette histoire, ben le but c'est l'enquête, c'est qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans, qu'est-ce qui est arrivé à Lily. Je lui ai mis 16 sur 20 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads. J'ai trouvé que Emery et August sont vraiment très attachants et que leur relation est très belle, mais à prendre avec des pincettes parce qu'il y a une raison pour laquelle leur lien est si fort. Et je me demande si la beauté de cette relation du coup n'est pas teintée d'un peu d'amertume, parce que leur relation, est-ce qu'elle est vraiment basée sur la réalité, sur uniquement leurs sentiments ou sur quelque chose de plus? Je vous en dis pas plus, vous découvrirez à la lecture de ce livre qui malheureusement n'a pas encore été traduit en français. Peut-être qu'il le sera parce que Fable de Adrian Young a lui été traduit. Donc peut-être que celui-ci le sera. Enfin, je crois pas qu'il ait été traduit. Si c'est le cas, je vous le mettrai là. Et j'ai adoré la multiplicité des points de vue, notamment un en particulier que je ne vous révélerai pas parce que c'est un peu un spoiler. Mais voilà, c'était vraiment très très chouette. Le style de l'autrice est plutôt agréable, mais j'ai relevé quelques petites répétitions. Je trouve que on a une atmosphère vraiment hyper intéressante, hyper lourde, c'est angoissant. On sent en fait cette magie qui à tout moment pourrait faire qu'un drame se produise en fait, et c'est un peu comme si l'île était un personnage à part entière. Elle est vraiment présente en fait dans tous les points de vue qu'on a. Elle est là en fond, on sent qu'on n'est jamais seul quand on marche dans cette île en fait. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré l'enquête. Arrivé au tiers, j'avais quasiment résolu toute l'intrigue, mais j'ai quand même été surprise du comment et puis du pourquoi aussi. Et surtout, j'avais des indices sous mon nez depuis le début. Donc je pense que si j'avais été un peu plus attentive, je sais pas comment j'aurais pu être plus attentive parce que j'étais vraiment à fond dedans. Même si j'ai eu un peu de mal à démarrer, j'ai trouvé que c'était un peu long au début. Et ben j'avais les indices sous mon nez et j'ai quand même été surprise à la fin. Donc j'ai passé vraiment un très 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 chouette moment et je vous le conseille aussi de tout cœur. Ensuite, j'ai lu mon deuxième roman pour le Buzzword du vlog que vous verrez le 22 août. Donc c'était le roman pour le Buzzword du mois de juillet, évidemment, c'est mon wrap-up du mois de juillet. Suis-je bête? Mais du coup, je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo, je vous en reparlerai le 22 août. Enfin, je vous en ai déjà parlé en fait, mais vous ne le savez pas encore, vous le verrez le 22 août. Ensuite, sur un coup de tête, et parce que j'avais encore du temps, j'ai lu La vie invisible d'Adi LaRue de V.E. Schwab. Alors, je le prononçais Adi LaRue au départ, et en fait, c'est bien Adi LaRue, parce que le personnage principal est française. Donc, notre héroïne est française. On fait la connaissance d'Adi LaRue en France, à Villon-sur-Sarthe
pour être précise, en 1714. Addie est très jeune à cette époque, et quelques années plus tard, elle va être, elle vit dans une petite ville, c'est la campagne, elle n'est jamais sortie de son bled. Ça se passe à une époque où vraiment c'était un peu la misère, même beaucoup la misère. Son père est... comment on appelle ça? Il est sculpteur sur bois. On va dire ça comme ça. Je pense que ça doit être ça le terme de toute façon. Et il va régulièrement au marché vendre ses créations un peu plus loin. Il prend sa roule, enfin dans sa charrette et il emmène ses créations. À l'âge de 6 ans, Addie insiste pour aller avec lui, donc c'est la première fois qu'elle va au marché avec son père. Et puis ça va durer des années, jusqu'à ce que Addie soit trop grande aux yeux de sa mère pour faire autre chose que se marier. Donc on va lui imposer un mari dont elle n'a pas du tout envie. Et pour se sortir de là, Addie va prier les anciens dieux. Sauf que on lui a bien précisé qu'il fallait surtout jamais prier les anciens dieux arrivés à la nuit tombée. Mais Addie est tellement désespérée qu'elle va pas se rendre compte que la nuit est tombée et il y a un de ces anciens dieux qui va répondre. Sauf que c'est pas vraiment un dieu, ce serait peut-être plutôt un démon. Et Addie va faire un pacte avec ce diable. Elle va échanger quelque chose, elle ne sait pas encore quoi, contre une vie. La possibilité de vivre en fait, parce qu'elle sait très bien que la vie qu'elle va mener à Villon, ce ne sera pas une vie en fait, elle va mourir dans 2 ans avec un peu de chance dans 20 ans, 30 ans avec un peu de chance, et sinon dans 2 ans en couche, comme beaucoup de femmes à cette époque mouraient prématurément. Donc tout ce qu'elle demande c'est vivre, exister, être libre. Et donc cette créature, cet homme, va lui donner ça. Et ce faisant, va lui donner la vie éternelle. Enfin, la vie éternelle. À certaines conditions. À une certaine condition. Seulement, il va pas juste lui donner la vie éternelle. Il va lui donner la vie éternelle, effectivement. Et on va retrouver Addie en 2014. Donc de nos jours. Et on va un peu naviguer entre les époques, entre l'époque où elle commençait tout juste sa vie d'immortelle et aujourd'hui où elle a plus de 300 ans du coup. Et Addie se rend vite compte en fait que ce pacte avec le diable a un prix. Oui, elle est immortelle, mais elle ne peut pas laisser de traces. C'est-à-dire que elle ne peut rien écrire. Elle ne peut... Comment dire, ouais, elle peut pas laisser de traces. Disons que si elle casse quelque chose, dans la minute, ça va être reconstruit. Si elle blesse quelqu'un, dans la minute, cette personne n'aura plus aucune trace. Elle-même, sur elle-même, c'est pareil. Elle peut se blesser, elle aura jamais de traces. Mais surtout, comme elle ne laisse pas de traces, non seulement elle laisse pas de traces physiques, mais elle ne laisse pas non plus de traces mentales, ce qui fait que les gens l'oublient. Et dès qu'elle n'est plus dans leur champ de vision, en quelques secondes, elle a disparu de leur vie. Les gens ne se souviennent pas d'elle. Donc c'est une vie assez solitaire. Elle est obligée de voler pour survivre. Enfin, pour survivre. Elle survivra, elle peut pas mourir de faim, par exemple. Donc elle survivra, mais elle ressent la faim. Elle ressent la faim, elle ressent la douleur, elle ressent le froid, la chaleur. Donc elle continue à tout ressentir, même si elle pourra jamais aller jusqu'au point où elle en mourra. Et en 2014, elle va rentrer dans une librairie de New York qu'elle n'avait jamais vue jusque-là. Elle va voler un livre et elle va revenir le lendemain. J'essaie de pas trop vous en dire non plus. Elle va revenir le lendemain pour essayer d'échanger ce livre. Sauf que le libraire se souvient d'elle. Donc au bout de 300 ans, elle a enfin trouvé quelqu'un qui se souvient d'elle. J'ai adoré la combativité d'Addie, mais il y a certaines de ses décisions, certains de ses actes qui me laissent quand même un goût amer. C'est un personnage qui est un peu trop nuancé pour moi. J'adore les personnages nuancés, mais en général j'aime bien quand ça penche un peu plus d'un côté ou de l'autre. Là, c'est vraiment équilibré entre les mauvais choix, les mauvaises actions et les trucs un peu plus altruistes. Et voilà. Et du coup, j'ai eu du mal à vraiment m'attacher beaucoup à elle. Le fameux libraire qui se souvient d'elle, qui s'appelle Henri. Alors, on va mettre un petit peu de temps à le rencontrer parce qu'on va avoir tout le début de l'histoire où on va découvrir le personnage d'Addie.
Donc c'est un peu long à se mettre en place. Mais une fois qu'on a rencontré Henry, on peut que s'attacher à lui. Il est vraiment trop mignon, sympa, adorable. Jusqu'à ce qu'il commette à mes yeux l'irréparable. Donc voilà, malheureusement ce personnage qui était plutôt chouette et que j'appréciais jusque-là a été un peu gâché à mes yeux. Ce qui fait qu'au final, selon moi, le personnage le plus intéressant dans l'histoire, bah, c'est le vilain. C'est celui qu'on voit le moins, mais c'est celui qui m'intrigue le plus en fait. Et je pense que j'aimerais vraiment beaucoup lire une histoire de son point de vue, avec tous les pactes qu'il a conclus, tout ce qu'il a vu, vécu. Je pense que ça, ouais, ça m'intéresserait pas mal. L'atmosphère est sublime, et puis comme je vous l'ai dit, on alterne les époques. Adi raconte son histoire, donc on passe de 1700, combien je vous ai dit, 1714 à 2014, et on vit 300 ans d'histoire avec Adi, avec ce que ça implique d'événements historiques importants, et de personnalités historiques aussi. Donc c'était vraiment très très riche et très intéressant. Le style de l'autrice est assez fluide, et un peu, voire même très mélancolique, parce que elle fait passer un très très beau message, un message très important, et j'ai vraiment trouvé que c'était poétique. Le message est poétique et c'est joliment raconté, mais c'est pas forcément poétique la façon dont c'est raconté. Je sais pas si vous voyez la différence. J'ai trouvé que le rythme était excellent et j'ai apprécié la fin qui est un peu douce amère. Je trouve que ça correspond bien au message véhiculé par l'autrice et à l'histoire dans sa généralité. Malheureusement, j'en attendais un peu plus. Et le problème, c'est que je ne suis pas capable de vous dire ce que j'attendais de plus. J'en ai entendu tellement de bien et des critiques tellement dithyrambiques. Je pense que je m'attendais à pleurer, à être vraiment hyper émue par cette histoire. Et en fin de compte, ben, comme les personnages, je leur ai trouvé trop de failles, ben, je me suis peut-être moins attachée à eux que j'aurais pu. Je lui ai mis 17 sur Livre Addict, 4 étoiles et demie sur Goodreads. Et le dernier livre dont je vais vous parler, c'est celui que j'ai abandonné. Alors ça fait un moment que je l'ai abandonné, mais je l'ai noté comme abandonné que à partir du 31 juillet. Mais en fait ça fait plusieurs jours que j'ai, voire plusieurs semaines que j'ai pas remis le nez dedans. C'est Shanghai Immortal de A.Y. Chao. Alors, dans cette histoire, on va faire la rencontre de, je me souviens plus comment elle s'appelle, comme d'habitude, Jean, Lady Jean, qui est mi-vampire, mi-renard. Esprit renard, vous savez les renards à 9 queues, là. 7 queues, 9 queues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'ailleurs, il y a un peu de spoil sur l'image du coup. Bref, donc on est dans une histoire inspirée par la mythologie chinoise. Et l'héroïne vient d'avoir 100 ans, donc c'est un peu sa majorité. Cette héroïne, elle a été vendue, plus ou moins, par sa mère au roi des enfers. Et elle est devenue du coup son bras armé, on va dire. Et du coup, c'est elle qui s'occupe de récupérer les dettes des gens quand le roi des enfers lui demande. Elle est très mal considérée par les autres divinités et créatures de cet univers. Donc il y a deux Shanghai, il y a le Shanghai Immortal et le Shanghai mortel du coup. Et donc là, la première partie de l'histoire, je me suis arrêtée à 25% à peu près, à la page 90. Et donc la première partie de l'histoire, on est dans le Shanghai Immortal, donc avec les créatures fantastiques, mythologiques. Et comme elle est très mal considérée, et je vous l'ai dit, elle a 100 ans, c'est sa majorité, donc c'est un peu, on va dire qu'elle est jeune adulte pour une créature divine, mais bon, elle a quand même 100 ans. Et elle est donc très mal considérée, et elle en a marre de perdre la face systématiquement, d'être maltraitée, et elle va surprendre une conversation dans laquelle certains courtisans projettent de voler quelque chose au roi des enfers. Donc elle décide à ce moment-là que c'est le moment de les exposer, de révéler que c'est tous des méchants, et peut-être s'en sortir et racheter la dette que sa mère a envers le roi des enfers pour l'avoir gardé à ses côtés toutes ces années et peut-être gagner sa liberté. Alors, ça c'est le pitch de base.
La raison pour laquelle j'ai abandonné ce livre, c'est parce que l'héroïne est insupportable. Je vous l'ai dit, elle a 100 ans, donc ok, peut-être que c'est juste la majorité dans cet univers, mais tu as quand même vécu 100 ans, cocotte. Je suis désolée, tu ne peux pas te comporter comme une gamine de 12 ans. Malheureusement, c'est ce qu'elle fait. Elle est vulgaire, elle est imprévisible, elle est incapable de maîtriser son tempérament et elle est incapable de résister à la moindre provocation, alors que ça lui a déjà coûté beaucoup par le passé, y compris des humiliations publiques, mais elle continue à s'enfoncer dans ce c'est lui qui dit qui est et tu parles pas de ma mère comme ça. Oh purée, ça me rend tarée. Elle est insupportable. Il y a un autre truc qui m'a beaucoup dérangée dans cette histoire, c'est la manière dont les personnages s'adressent l'un à l'autre, parce que dans cette cour des enfers, du coup, le roi a décidé qu'il fallait utiliser un langage très formel pour se parler. Et du coup, on est en mode, je passe mon temps à me prosterner en mode cet indésirable que je suis, envoie toute sa reconnaissance à cette divinité que vous êtes. Enfin, et ils passent leur temps à se parler comme ça. Et ça me rend dingue. Et l'héroïne aussi, ça la rend dingue d'ailleurs. Donc ça, c'était plutôt le petit clin d'œil humoristique, mais vraiment, j'ai détesté. J'ai détesté et le problème, c'est que j'avais aussi toujours en tête la critique de Steph, qui l'a lu l'année dernière et qui a détesté aussi. Je crois qu'il fait partie de ses pires livres de l'année 2023. Et je comprends pourquoi. J'ai même pas eu envie d'aller jusqu'au bout. Il était hors de question que je passe plus de temps avec cette héroïne qui est géniarde, qui se comporte comme une enfant alors qu'elle a 100 ans. Ça m'a agacée. Ça m'a beaucoup agacée. J'avais la version audio. Et j'ai dû arrêter d'écouter la version audio pour la reprendre quand j'aurai le livre sous la main parce que la narratrice parle beaucoup trop vite. Et il y a certaines choses que j'ai du mal à comprendre avec juste la version audio parce que elle emploie aussi du coup des termes inspirés par le folklore et la mythologie chinoise qui ne sont traduits à aucun moment. Du coup, sans avoir le texte sous les yeux, je comprenais la moitié de ce qui se passait. Donc j'ai compris ce qui se déroulait au début de cette histoire. Mais ça me demandait tellement de concentration et j'avais pas l'énergie en fait. Surtout si c'est pour passer du temps avec une héroïne pareille, dont le seul but est de se venger parce que on l'a traité de je sais pas quoi. C'est pas comme si on avait massacré toute sa famille. Je veux dire, il n'y a jamais de bonne raison pour se venger, même si franchement, si tu massacrais toute ma famille, j'aurais peut-être aussi envie de me venger. Mais là, genre, on l'a juste traité de cacamou peut-être, tu vois, ou une connerie comme ça. Et elle, tout ce qu'elle veut, c'est se venger. Mais meuf, grandis un peu. C'est bon, enfin, en fait, j'en parlais avec Mathilde ce matin. Et ça m'a fait penser à Zizou et Materazzi. Et la Coupe du Monde qu'on a perdue à cause du coup de boule de Zizou. Ce sont des adultes. Non, je sais pas. Alors oui, les mots blessent, c'est clair. Les mots blessent parfois plus que les coups, on est d'accord. Mais vous êtes suffisamment intelligent pour savoir que en face, la personne, c'est tout ce qu'elle veut en fait. C'est tout ce qu'elle attend que vous craquiez. Parce que forcément, ça va se retourner contre vous. Et elle, c'est le cas systématiquement à chaque fois. Et à chaque fois, elle y retourne, elle y retourne, elle y retourne. Mais meuf, effectivement, ils ont raison. T'es une merde. Pardon, hein, mais à te comporter comme ça, tu leur donnes raison en plus. Ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé. Donc, je ne l'ai pas noté. Vous savez que je ne note pas mes abandons. J'estime que c'est pas juste pour les bouquins. Même si ça a quand même fait baisser ma moyenne générale. Parce que comme c'est un abandon, je considère que c'est un peu comme un 0. Donc, je note pas les différents critères n'étant pas allé au bout de l'histoire. Ça se trouve, arrivé à la moitié, j'aurais fini par l'adorer. Mais je n'ai pas envie de subir une lecture. Donc là, malheureusement, c'était pas possible pour moi. Sur cette note très gaie et très intense, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire quelles ont été vos dernières lectures au mois de juillet. Est-ce que vous avez eu de nouveaux coups de cœur? Est-ce que vous avez également fait des abandons? Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste de nouveaux contenus. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!